Il y a une militarisation en Europe inouïe depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Financial Times l'a dit très clairement. Je cite, « Il faut démanteler l'État-providence européen pour en bâtir un État guerrier. » Voilà le projet. Ma thèse principale est que la militarisation actuelle fait partie d'une stratégie de la part des élites politiques, économiques et médiatiques aussi en Occident pour diriger un système de plus en plus chaotique, instable et incontrôlable. Une civilisation en voie d'effondrement, c'est le sous-titre de la méga-machine. Hein. C'est ça, c'est l'effondrement, mais il faut diriger ce système avec des moyens de plus en plus autoritaires et martiaux afin de maintenir le statu quo, c'est-à-dire les structures qui maintiennent les pouvoirs, les richesses et les privilèges des dirigeants, qui sont menacés dans la situation actuelle. Et cette stratégie s'inscrit dans une logique plus générale d'un état d'exception permanent qui permet d'écraser le désaccord, la résistance et les alternatives à la méga-machine. La situation actuelle est marquée d'abord par un génocide télévisé au Gaza avec le plein soutien de nos gouvernements américains, allemands, français et d'autres. Et c'est vraiment un point de basculement, je crois, dans le système géopolitique et idéologique. Il y a un temps avant Gaza, un temps après Gaza. Puis, il y a aussi en même temps une confrontation de plus en plus dangereuse entre la Russie et l'OTAN. Et par la conséquence, il y a une militarisation en Europe inouïe depuis la Seconde Guerre mondiale. Et en Allemagne en particulier. Il n'y a presque aucun grand pays en Europe avec une telle militarisation. On nous dit qu'il faut dépenser 5% du PIB pour l'armée. Les pays de l'OTAN, sauf l'Espagne, on dit que c'est ce qu'ils vont faire. En fin de compte, c'est à peu près 50% du budget national qu'on va dépenser pour l'armée. Si ce projet va démarrer, parce que dans les pays OECD, c'est à peu près 10% du PIB, ce qui est le budget national. Hein. Alors c'est la moitié du budget national pour le militaire. C'est extraordinaire. En Allemagne, ça serait à peu près le chiffre qu'on avait dans le temps du Kaiser, de l'empereur, avant la Première Guerre mondiale. C'était 60%. Hein. Alors c'est vraiment un chiffre extraordinaire, mais qui n'est pas transmis par la presse et la politique normalement. Et ça veut dire, si on fait ça, la destruction de l'État-providence européen. Le Financial Times l'a dit très clairement. En printemps déjà, ils ont dit, je cite, « Il faut démanteler l'État-providence européen pour en bâtir un État guerrier. » Voilà le projet. C'est le projet des élites européennes aujourd'hui. Et ça pourrait détruire les possibilités d'une transition écosociale en Europe. Parce qu'il n'y a plus d'argent et parce que le militaire, bien sûr, est le secteur le plus destructif de l'économie. Et ça veut dire qu'on veut générer de la croissance par la guerre et le complexe militaro-industriel. Et c'est pour cela que ça a une telle importance, je crois, pour les mouvements écolos aussi. En Allemagne, c'est très difficile d'en parler parce que Fridays for Future et les Verts et les écolos, etc., ne veulent pas vraiment parler de ces sujets délicats parce que c'est difficile, mais je crois qu'il faut en parler si on veut garder la possibilité d'une transition écologique qui est très difficile de toute façon, mais avec la militarisation, ça devient beaucoup plus difficile. Alors, la paix et l'antimilitarisme sont des sujets existentiels pour nous tous et toutes. Et il faut, je crois, des alliances nouvelles pour combattre cette tendance. Il y a aussi une militarisation culturelle extraordinaire en Allemagne. En France, je vois ça aussi, mais en Allemagne, c'est partout maintenant. L'armée est dans les écoles, même dans les crèches et partout dans l'espace public. Hein. Et pour
agir, il faut comprendre les forces et les causes du développement actuel et je vais analyser ça plus tard. Ma thèse principale est que la militarisation actuelle fait partie d'une stratégie de la part des élites politiques, économiques et médiatiques aussi en Occident pour diriger un système de plus en plus chaotique, instable et incontrôlable. Une civilisation en voie d'effondrement, c'est le sous-titre de la méga-machine. Hein. C'est ça, c'est l'effondrement, mais il faut diriger ce système avec des moyens de plus en plus autoritaires et martiaux afin de maintenir le statu quo, c'est-à-dire les structures qui maintiennent les pouvoirs, les richesses et les privilèges des dirigeants, qui sont menacés dans la situation actuelle. Et cette stratégie s'inscrit dans une logique plus générale d'un état d'exception permanent qui permet d'écraser le désaccord, la résistance et les alternatives à la méga-machine. Alors, pour comprendre cette situation dans une perspective historique plus générale, je vais parler un peu de la méga-machine. Alors, c'est une notion qui a été créée par Lewis Mumford, un techno-historien américain très intéressant. Et puis aussi, bien sûr, vous connaissez tout cela par Serge Latouche et d'autres auteurs. Moi, j'utilise ce terme dans un sens plus étroit que Mumford. Mumford parle de 5000 ans de méga-machines à partir de la Mésopotamie, de l'Égypte, etc. Moi, j'utilise ce terme dans un sens plus étroit, notamment pour ce que Immanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi et d'autres ont appelé le système moderne, le système capitaliste moderne. C'est ce qui est bien sûr un système qui s'est formé il y a 500 ans en Europe, dans des luttes très longues et dures, qui s'est répandu avec un dynamisme extraordinaire et énormément de violence sur la Terre, qui recouvre la planète entière depuis 100 ans et qui nous amène dans le chaos planétaire dans ce siècle. Et en fait, les crises globales dont je vais parler plus tard, écologiques, sociales et géopolitiques, sont des conséquences incontournables de la mode de fonctionnement de ce système social qui ressemble à une gigantesque machine. Alors, c'est un système très complexe. Je vais donner quelques piliers uniquement. Ce sont 3 piliers que je discerne. C'est le premier pilier, c'est l'accumulation sans fin du capital dans un cercle infini de profits et réinvestissements. C'est nouveau dans l'histoire du monde. Il y a eu beaucoup de systèmes injustes et brutaux comme l'Empire romain, mais ça, c'est la dimension nouvelle dans l'histoire humaine. Alors, c'est ce dynamisme de capital qui demande une expansion sans fin, croissance sans fin, qui s'inscrit dans nos institutions économiques, par exemple les sociétés par action, j'en vais parler plus tard, qui sont forcées à cette expansion infinie. Et qu'est-ce que ça veut dire la croissance? C'est la transformation de la nature en marchandise dans un rythme de plus en plus accéléré, c'est-à-dire la destruction de la planète est une nécessité systémique. Il ne peut y avoir un capitalisme vert. Mais c'est uniquement un pilier de ce système historique. Et le deuxième pilier, souvent oublié, c'est l'État militarisé. L'État moderne et les institutions de l'accumulation du capital ne sont pas des antagonistes. Ils se sont développés d'une manière coévolutive. L'un ne peut exister sans l'autre. L'État moderne, au XVIe, XVIIe siècle, c'était surtout l'armée. Et l'armée, ça voulait dire les mercenaires et les armes à feu. Les armes à feu ont joué un rôle clé dans la constitution du capitalisme. 90% des budgets nationaux étaient pour l'armée. Hein. Et là, on est déjà dans le centre de notre thème. Mais les souverains n'avaient pas l'argent pour payer cela, parce qu'il y avait peu d'impôts et ils ne pouvaient pas enforcer les impôts sur les paysans. Alors, les marchands, les capitalistes, les banquiers à Gênes, à Florence, etc., ils ont financé les États, ils ont prêté
de l'argent aux souverains qui ont fait la guerre et qui ont pillé les autres pays, et du butin de ces pillages, on a payé ce qu'on appelle aujourd'hui le retour sur l'investissement aux banquiers et marchands à Gênes et à Florence et ailleurs. Ça, c'était le moteur des guerres de plus en plus dévastatrices en Europe, la guerre de 30 ans. Ça a commencé déjà avec la guerre de 100 ans. Jusqu'à présent, ça a été le moteur. Et on a eu, par conséquence, une course à l'armement sans précédent dans l'histoire humaine depuis au moins 500 ans. C'était aussi le moteur de la colonisation. Les conquistadors étaient tous endettés à Gênes. Ce n'était pas un hasard que Colomb venait de Gênes. Hein. C'était Gênes a financé, les banques ont financé les conquistadors qui ont dû retourner l'argent avec les intérêts aux marchands. Alors c'était le moteur de la destruction coloniale pour rembourser les crédits. Et les sociétés par action ont joué un rôle clé dans ce processus. La première société par action a été fondée à Amsterdam il y a 400 ans, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Et c'était une structure, une organisation tout à fait nouvelle dans l'histoire du monde, parce qu'elle n'avait aucun but social, éthique ou écologique. C'était uniquement la multiplication de l'argent des actionnaires. C'était le modèle d'ailleurs pour toutes les sociétés aujourd'hui aussi par action. Et ces groupes étaient fortement militarisés. Ils avaient des armées de mercenaires, ils avaient des canons, et comme ça, ils ont envahi les autres pays pour avoir leur profit. Par exemple, dans les îles Banda en Indonésie, il y avait des noix de muscat qu'on pouvait vendre avec beaucoup de profit en Europe, mais les habitants des îles Banda ne voulaient pas donner un monopole à la compagnie. Et puis la compagnie a envahi les îles avec ses mercenaires, et à bout de quelques mois, avant il y avait 15 000 personnes aux îles Banda, et il ne restait que 1000 personnes. Ils avaient leur monopole. C'était un des génocides, d'une chaîne de génocides qui était causée par l'expansion de ces compagnies en Afrique. Une grande partie de l'Afrique a été colonisée par ces compagnies. L'Amérique du Nord a été l'Amérique du Nord était gérée par ces compagnies d'abord. Le même est vrai bien sûr pour l'Inde, etc. Alors, et ces sociétés par action avaient des monopoles. C'est un secret sombre du capitalisme. Il n'a jamais été fondé sur les marchés libres, mais sur les monopoles. Et c'est pour ça que Fernand Braudel a dit que le capitalisme, c'est les contre-marchés. Hein. Ça n'a rien à voir avec le marché, mais c'est le contre-marché. Et la concurrence des États pour le capital mobile, pour survivre dans la course aux armes, a été à la racine d'un cycle de hégémonie dans le système moderne. Alors, dans l'histoire, il y a eu 4 hégémones, 4 puissances dominantes dans le système. C'était d'abord l'Espagne financée par les banques de Gênes, c'était puis les Pays-Bas et l'Empire britannique, et puis évidemment l'Empire américain. Et aujourd'hui, ce n'est pas uniquement la fin de l'hégémonie américaine, mais c'est la fin de l'hégémonie occidentale. Et c'est une situation nouvelle qui est sans précédent dans les 500 années passées. Voilà, c'était le deuxième pilier. Maintenant, il y a évidemment un troisième pilier, parce qu'un système violent et injuste ne peut exister sur ces 2 piliers, et c'est le pouvoir idéologique, évidemment. Le pouvoir idéologique rend invisibles les structures de violence et légitime les structures de violence. Le pouvoir idéologique définit le cadre de ce qui peut être dit et discuté,
Et une partie centrale de ce pouvoir idéologique dans le système moderne est ce que j'appelle le mythe de l'Occident. Voilà, c'est une image, un tableau sur la colonisation de l'Amérique du Nord. Le train arrive et cette femme, elle a un livre d'école et les animaux et les indigènes sont bons. Le mythe de l'Occident nous raconte que l'Occident a une supériorité à tous les égards et que les autres sont plus ou moins des barbares. Ça a pris des formes très différentes. D'abord, évidemment, c'était le christianisme qui a utilisé pour ce récit. C'était le christianisme contre les païens. Puis, au XVIIIe siècle, c'était la civilisation. Nous, on a la civilisation. Nous, on a la raison. Les autres sont des sauvages. Les autres sont irrationnels. Puis, c'était le progrès. Nous, on a le progrès. Les autres sont en stagnation. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'était le développement. Nous, on est développés. Les autres sont sous-développés. Et aujourd'hui, évidemment, ce sont les valeurs occidentales contre les barbares. Alors, c'est nous contre l'islamisme, nous contre Poutine, nous contre la Chine, etc. C'est toujours nous, les anges, et les autres, les barbares. 500 ans, le même récit. Et c'est remarquable que ce récit a pu se maintenir face au bilan désastreux de l'Occident, des génocides coloniaux, à Gaza, en passant par les différentes méthodes d'extermination de la vie sur Terre, tout développé par l'Occident. Mais ce mythe de l'Occident est aussi en train de s'effondrer. Pas uniquement à cause de Gaza, mais ça joue un rôle clé. Mais c'est le troisième pilier. Je ne veux pas parler longtemps d'un autre aspect du pouvoir idéologique, mais je veux le mentionner au moins, c'est que j'en parle dans mon livre « L'étoffe dont nous sommes faits », c'est l'idée que le monde est une machine. Alors la pensée mécaniste qui nous dit que la nature est composée d'objets matériels séparés qui peuvent à tout moment être arrachés à leur contexte et réassemblés, une sorte de monde Lego. Alors la nature, c'est qu'une ressource disponible et par conséquent, la nature, y compris les êtres vivants, obéit à des lois prévisibles et peut être contrôlée, modélée, manipulée par la volonté humaine et par la technique. Alors c'est un autre pilier de ce pouvoir idéologique et c'est inspiré d'ailleurs par l'armée. Parce que dans le monde humain, il n'y a aucun domaine où les gens obéissent d'une façon mécanique comme aux militaires. C'était le modèle pour les autres parties de la société, pour former les autres parties. L'école, par exemple, Foucault a beaucoup écrit sur cela, que l'école a été formée sur le modèle du militaire. Voilà, pour résumer, la méga-machine est un système qui ne peut exister sans expansion permanente au niveau de la géographie et du militaire, au niveau économique, et dans la conquête de la nature, du macrocosme, colonisation de Mars, Elon Musk, etc., au microcosme, y inclut le génie génétique, qui d'ailleurs possiblement nous a apporté le Covid. Non? On ne le sait pas encore, mais il est bien possible que c'était le génie génétique. Alors, mais cette crise aussi peut-être a été créée par l'expansion de la méga-machine. Et c'est précisément cette triple expansion militaire, économique et technologique qui est en train de toucher à ses limites. Et c'est l'éléphant dans la chambre dont on ne parle pas, que c'est une crise systémique, qu'on touche à ses limites. Et je vais brièvement parler de cette crise de civilisation pour comprendre pourquoi la militarisation est une réponse à cette crise, à cette polycrise, si on veut. Vous connaissez presque tous, j'assume, de la crise écologique, alors je vais perdre uniquement peu de mots sur cela. On a déjà franchi cette frontière
planétaires, il y en a 9. Le climat est uniquement une dimension de tout cela, une dimension très importante, mais au moins aussi importante est la crise de biodiversité. La civilisation industrielle a causé déjà la plus grande extinction d'espèces depuis 65 millions d'années. Ça dépasse l'histoire humaine. Alors c'est une situation extraordinaire. Quant au climat, on est en train de passer des points de basculement dans le système climatique. C'est vrai, par exemple, pour l'Amazonie. On ne sait pas précisément quand l'Amazonie peut basculer dans un autre état. C'est vrai pour la cryosphère de Groenland et de l'Antarctique. Et si on dépasse ces points de basculement, on ne peut pas retourner à l'état précédent. Ça veut dire 14 mètres de plus au niveau des mers. Et il y en a encore plus de points de basculement. Et il se peut qu'il y ait un point de basculement pour le système monde entier, parce qu'ils sont tous connectés. On est là vraiment dans les limites de la croissance. Vous tous connaissez bien sûr le rapport Meadows. Ça, c'est une révision il y a 3 ans. Et malheureusement, le résultat était qu'on est toujours sur le chemin d'un effondrement après à peu près la moitié du siècle par rapport à la production d'alimentation, etc. En même temps, on a une crise massive au niveau de l'économie et du social. On a une polarisation énorme entre riches et pauvres. Une douzaine de personnes aujourd'hui possèdent autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Alors c'est une richesse perverse. Et les sociétés occidentales sont passées, grâce à des dizaines d'années de néolibéralisme, de sociétés d'ascension sociale à des sociétés de déclin général pour la majorité des populations. Et ça veut dire que la grande promesse de progrès qui est constitutive pour la modernité est en train de s'effondrer en Occident devant nos yeux. La cohésion idéologique est en train de disparaître, on peut l'observer tous les jours, et les forces centrifuges augmentent. Et ça, c'est déjà une des raisons pourquoi l'état d'exception et l'état de guerre devient attractif pour mettre en place un système de contrôle dans une situation centrifugale. Et là, une des conséquences de cette crise économique et sociale est une crise de la représentation. Il y a eu une étude de l'université de Princeton, il y a 10 ans, je crois, qui a comme résultat le fait que les opinions politiques de 80% des populations aux États-Unis ne jouent aucun rôle dans le processus politique. N'importe si c'est un Trump ou un Biden qui gouverne, 80% ne jouent aucun rôle. Ça veut dire que notre système politique occidental est en effet une oligarchie. Et par conséquent, évidemment, la confiance dans le système politique est en pleine chute partout en Occident, en France évidemment, en Grande-Bretagne, en Allemagne, évidemment aux États-Unis aussi. Et parce que la politique a prouvé d'être incapable de résoudre les problèmes existentiels, si c'est la pauvreté, si c'est l'éducation, si c'est le climat, etc. Alors c'est la crise interne du système. Et la troisième dimension, c'est la crise géopolitique. On est arrivé, je l'ai dit déjà, à la fin de 500 ans de domination de l'Occident. Quant à la population, l'OTAN ne représente que 12% de la population mondiale, les G7 uniquement 10%. Les BRICS, c'est à peu près 55% déjà. Quant à l'économie, les BRICS ont dépassé les G7, alors c'est plus puissant au niveau économique. Et même au niveau militaire, les États-Unis, bien qu'ils aient le militaire le plus fort du monde, ont perdu toutes les guerres depuis
25 ans en Afghanistan et en Irak, etc. Alors là, c'est un point de basculement. Et je l'ai dit déjà, aussi au niveau idéologique, la puissance de l'Occident est en train de s'effondrer. L'Occident n'est plus un modèle. Il y a les divisions internes, les infrastructures en ruine, les trains fonctionnent beaucoup plus bien en Chine qu'en Allemagne, et la fin du rêve américain. Et les pays du Sud global se détournent de l'Occident pour sa double morale, mais aussi parce qu'ils ont des choix différents. Maintenant, ils peuvent faire des contrats avec la Chine, etc. Alors, il y a un basculement dans le système géopolitique. Je veux mentionner aussi une dimension dont on parle très peu, mais je crois qu'elle est très importante, et mon prochain livre va être dédié à ce thème. C'est la crise psychique, spirituelle et culturelle en Occident, qui s'est aggravée beaucoup avec la pandémie et les enfermements. Dans la pandémie, le nombre des gens qui sont dépressifs s'est doublé en Allemagne. Et il y a aussi une crise énorme chez les jeunes avec les automutilations, etc. C'est un peu partout en Occident. Alors c'est une crise qui s'ajoute aux autres et qui résulte aussi des autres crises, mais qui est aussi, je crois, à la racine de beaucoup de problèmes politiques qu'on a, aussi l'essor de la droite, qui se nourrit un peu de cette crise psychologique. Il y a un vide émotionnel énorme et un vide cosmologique énorme dans la civilisation occidentale. Alors, c'est une crise de civilisation, et ça veut dire que toutes les institutions idéologiques de cette civilisation sont remises en question, et on est en train d'entrer une longue phase de transition chaotique qui a commencé, un interrègne. Gramsci a parlé du temps des monstres, évidemment, et malheureusement, c'est pas un plaisir. On est entré, je crois, dans cette phase. Et au niveau politique, il y a en principe deux réactions possibles dans une telle situation. On pourrait dire, oui, alors, on a une crise de civilisation, changeons nos institutions, discutons partout dans les médias, dans les partis, dans les communautés, comment on pourrait remplacer les institutions capitalistes, l'agro-industrie, etc., et créons de nouvelles structures, par exemple fondées sur le biorégionalisme. Il y a plein de propositions. On pourrait discuter de cela dans une crise de civilisation. On devrait faire cela. Ça serait rationnel de le faire. Mais évidemment, ce n'est pas ce qui se passe, parce que dans une telle transition, les élites actuelles perdraient leurs privilèges, leurs richesses et leur pouvoir. Alors, ils n'ont pas d'intérêt de discuter de tout cela. Alors, ils font autre chose. On nous dit, regardez là-bas, voilà l'ennemi, il est à nos portes, il veut nous détruire, c'est pourquoi nous ne pouvons pas discuter de ces choses maintenant. Il faut nous serrer les coudes pour combattre l'ennemi. C'était le cas déjà avec la guerre contre le terrorisme, et c'est le cas aussi avec la Russie et l'Ukraine. Et voilà, on est arrivé à la stratégie de l'état d'exception. On a vu une augmentation des états d'exception et des états de guerre depuis 25 ans. La guerre contre le terrorisme a été le modèle pour renforcer une surveillance de masse, la restriction des droits fondamentaux, la prise du pouvoir par l'exécutif et la police, la répression aussi beaucoup contre les mouvements écolos. En France en particulier, on a utilisé les lois antiterroristes pour la répression contre les mouvements écologiques. Et tout cela aboutit à une stratégie de choc, comme Naomi Klein l'a décrit en détail. On a vu un peu la même chose dans la pandémie. C'était le jour aux Champs-Élysées où les Gilets jaunes étaient en plein essor que Emmanuel Macron a déclaré la guerre contre le virus. Évidemment, c'était la fin des Gilets jaunes.
Et je crois que, et j'en écris dans ce livre un peu, que c'était pas uniquement une rhétorique, la guerre contre le virus, mais il y a eu beaucoup de stratégies, beaucoup de manières de gérer la société développées dans la guerre contre le terrorisme qu'on a utilisé dans la pandémie. Et aujourd'hui, par rapport à l'Ukraine, il y a maintenant des discussions en Allemagne, de la part des conservateurs, mais aussi ailleurs, de créer en effet un état d'exception, un état d'urgence qui est un pas uniquement éloigné de la guerre. Hein. Et un état d'exception, ça voudrait dire la restriction des droits démocratiques, parce que on nous dit que la Russie va attaquer bientôt. L'état d'exception permanent sert à discréditer la dissidence interne, à légitimer la répression et un gouvernement autoritaire dans un monde de plus en plus chaotique. Et quiconque s'y oppose est qualifié de partisan de l'ennemi, sympathisant d'Hamas, serviteur de Poutine, ami des dictateurs, etc. Et cet état d'exception sert aussi à détruire, je l'ai dit déjà, l'État-providence et imposer une austérité forcée à long terme. Là où les politiques néolibérales se heurtaient jusqu'à présent à une résistance, on utilise désormais la menace d'un ennemi tout-puissant pour briser cette résistance. Alors on nous dit, il faut sacrifier la sécurité sociale pour la sécurité militaire. Puis, l'état d'exception sert à canaliser dans une crise d'accumulation structurelle de grandes quantités d'argent des contribuables dans les poches des actionnaires et super riches. Alors, on a partout des législations ad hoc et des modifications constitutionnelles. Par exemple, en Allemagne, il y a 6 ou 7 mois, on a changé la constitution avec une majorité de 2 tiers dans le Bundestag pour permettre à une militarisée sans limite. Alors, on n'a plus de limite budgétaire du tout pour la militarisation, mais en même temps, on a maintenu les mesures d'austérité, les limites budgétaires pour le social et le reste. Et les Verts ont voté pour cela, les social-démocrates ont voté pour cela et tout le reste. Et même la gauche, le parti de gauche, dans le Bundesrat, a voté pour cela, malheureusement. Bien que le parti dit le contraire, mais ouais. Alors il y a très peu de résistance, malheureusement, en Allemagne contre cela, et bien sûr, tout cela finit dans les poches de Rheinmetall et de tous ces grands groupes du complexe militaro-industriel. L'état d'exception sert aussi à détourner notre attention de la crise de civilisation et de ses causes, des questions systémiques. Alors on nous dit nous ne pouvons pas parler maintenant de la pauvreté, du capitalisme, du chaos climatique, mais nous devons nous unir contre l'ennemi. Alors on a une politique de trêve politique, comme on l'a vu déjà en Allemagne avant la Première Guerre mondiale. Hein. L'empereur, le Kaiser, disait on ne connaît plus de parti, nous sommes tous des Allemands et on a un ennemi, et les social-démocrates ont voté pour les crédits de guerre. Hein. Il y a des parallèles. Et évidemment, l'état de presque guerre sert à un essai d'arrêter le déclin de la domination occidentale par un réarmement massif inouï. L'OTAN doit non seulement tenir en échec la Russie, mais aussi la Chine et l'ensemble des pays émergents du Sud. Alors il y a une expansion massive de l'OTAN en Asie et ailleurs. Et l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne souhaitent jouer un rôle de premier plan dans ce domaine et renouer ainsi avec leur grandeur militaire d'OTAN. Hein, ce qui est une illusion, mais ce qui est une illusion très dangereuse, malheureusement. Pour sa légitimation, l'état d'exception a besoin d'un ennemi
surpuissant et démoniaque qui menace les fondements de notre civilisation. Alors, pour aboutir à cela, il faut exagérer la force de l'ennemi, sa puissance destructrice et ses objectifs. Et je donne quelques exemples. Évidemment, le 11 septembre 2001, c'était un crime massif de la part d'Al-Qaïda, mais la notion que quelques terroristes dans les grottes de l'Hindu Kush puissent détruire ou menacer vraiment la puissance la plus massive dans l'histoire humaine est une exagération extraordinaire. Le même s'applique à Hamas. Évidemment, le 7 octobre est un grand crime, hein, mais l'idée que l'Hamas peut détruire l'État hyper militarisé d'Israël, c'est une exagération extraordinaire de nouveau. Hein. Et le même s'applique même à la Russie, hein, qui est une force militaire extraordinaire, nucléaire aussi, mais on voit que la Russie a beaucoup de mal à avancer en Ukraine contre de petits villages en Ukraine depuis 3 ans, et en même temps on nous raconte demain ils vont envahir Varsovie, Berlin et Paris. Alors c'est pas logique, je veux dire. C'est pas logique. Et dans tous les cas, évidemment, c'était un grand crime aussi. L'invasion de la Russie en Ukraine en 2022, c'était un grand crime. Mais quand même, l'idée qu'ils vont envahir l'OTAN, c'est une imposture. Et la justification officielle de la militarisation, parce que c'est là. Parce que la Russie va attaquer, c'est la Russie, on doit militariser l'Europe. Et manifestation absurde, l'OTAN dépense 10 fois plus que la Russie pour le militaire, alors Poutine devrait être suicidaire d'attaquer l'OTAN. Et même le report annuel des services secrets aux États-Unis dit que la Russie n'a pas d'intérêt du tout d'attaquer l'OTAN. Alors, c'est pourtant clair, mais en même temps, on nous dit ils vont nous envahir. Il y a aussi, dans tous les cas, des comparaisons avec Hitler et les nazis. On connaît ça depuis la guerre contre le terrorisme, la guerre contre l'Irak. Évidemment, Saddam était le nouveau Hitler. Tout le temps, on dit que c'est le nouveau Hitler. On peut dire, alors, il ne faut pas négocier parce que c'est Hitler. Si on négocie, c'est le appeasement, comme à Munich 1938. Alors, c'est aussi une stratégie d'exagérer l'ennemi. Et il y a même toute une mythologie de guerre autour de cela. C'est la civilisation contre les forces ténèbres, ce que Netanyahu l'a écrit sur son compte Twitter il y a 2 ans. Il a dit c'est une lutte des forces de la lumière contre les forces de ténèbres. Je cite ici un tweet de l'OTAN du 23 février 2023. Je cite, c'était la chaîne officielle de Twitter, d'ex de l'OTAN. L'Ukraine est le théâtre de l'une des plus grandes épopées de ce siècle. Alors c'est une épopée. Nous sommes Harry Potter et William Wallace, les Na'vi et Han Solo. Nous échappons de Shawshank et détruisons l'étoile de la mort. Nous combattons les Archons et défions Thanos. Et dans ce contexte, dans cette mythologie, il n'y a qu'un bien absolu et un mal absolu sans espace entre les deux. C'est une élimination des nuances. Toute forme de dissidence est déjà une trahison. Et la différenciation est le travail pour l'ennemi. Alors, le résultat est une paralysie de la pensée, un conformisme extraordinaire, en Allemagne en particulier. Même la complexité minimale ne peut plus être discutée. Par exemple, le fait que dans un conflit comme en Ukraine, il peut y avoir plusieurs coupables.
C'est dans chaque conflit, normalement. Et le fait qu'il n'y a qu'un seul coupable ne veut pas dire que l'autre est moins coupable. Hein. Évidemment, l'invasion russe était un grand crime, mais il y a aussi eu 30 ans d'expansion de l'OTAN qui a été critiquée par des gens comme Henry Kissinger, George Kennan. Alors, le establishment de la politique étrangère américaine a dit il ne faut pas continuer avec l'expansion de l'OTAN parce qu'on aura une guerre avec la Russie comme résultat. Ce n'était pas uniquement les Russes qui ont dit cela, mais ils l'ont fait et évidemment, c'était un facteur. Mais on ne peut pas discuter cela si on raconte cette histoire, les antécédents, on est déjà en train de défendre Poutine. Alors dans cette logique-là, on ne peut plus parler même de l'histoire, du passé. Et évidemment, dans le passé, il y a les clés pour la solution des conflits, mais c'est couper une tabouisation des antécédents et des racines des guerres. C'était vrai déjà pour la guerre contre le terrorisme, c'était vrai pour Gaza. L'histoire a commencé le 7 octobre et on n'a pas parlé de ce qui s'est passé avant. Cette tabouisation de l'histoire fait partie de la mythologie de guerre. Mais quoi faire? Les perspectives. Alors d'abord, il faut reconnaître qu'on est dans une crise systémique, une crise de civilisation. Et cet éléphant se complaint ici, même s'il est dans le milieu de la chambre, on ne le reconnaît pas, on ne s'occupe pas de cet éléphant. Alors il faut reconnaître l'éléphant et dire oui, c'est une crise de civilisation. Toutes les institutions sont remises en question. Il faut créer de nouvelles institutions, il faut avoir les débats. Il faut plus de différenciation, pas moins. Et puis, la résistance contre la militarisation à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau mental, psychique, c'est une résistance à la propagande de la guerre, la déconstruction des faux menaces et des mythologies de la guerre. Il faut raconter les antécédents des guerres parce qu'ils contiennent les clés pour la paix. Il faut aussi, je crois, reconnaître que la militarisation nous concerne tous et toutes et touche à tous les domaines de la vie, et ça veut dire aussi qu'il n'y aura pas de transition écosociale sous les conditions d'une militarisation forcée. Et ça veut dire la résistance à cet égard nécessite une large alliance d'acteurs, pas seulement issus du mouvement pacifiste. On ne peut pas dire, oui, il y a ces pacifistes qui s'en occupent. Non, c'est en particulier si on veut garder la chance pour une transition écologique. Alors, il faut développer une vision commune. En Grande-Bretagne, il y a ce slogan, il y a un grand mouvement avec le slogan « Welfare, not warfare ». Hein, ça veut dire défendre l'État-providence contre la machine de guerre. Moi, je dirais welfare, le bien-être, on pourrait le définir plus largement comme le bien-être des humains et de la planète entière. Et c'est une défense de la contre la nécropolitique. C'est une notion de Achille Mbembe. La nécropolitique, depuis la guerre contre le terrorisme, c'est la défense de la vie. Au niveau de la géopolitique, ça veut dire la diplomatie et la résolution civile des conflits. Au niveau interne, ça veut dire défendre l'État-providence et élargir l'État-providence contre le complexe militaro-industriel, défendre la démocratie, les droits fondamentaux, la liberté d'expression contre l'état d'exception permanent, défendre aussi le caractère civil de nos institutions, écoles, universités, etc. En Allemagne, il y a déjà des lois qui forcent les universités à coopérer avec les militaires. Hein. Défendre aussi les espaces naturels contre la militarisation, parce que les militaires ont besoin de beaucoup de ressources
miniers, des ressources pour les champs de tir, etc., etc. Et sur le plan de la géopolitique, cela engendre la vision d'une Europe en tant que puissance pacifique et diplomatique et le retour au principe de la sécurité commune, développé dans les années 70 par Willy Brandt, par exemple, le chancelier allemand, Egon Bahr, Olof Palme, etc., dans le contexte de la politique de la détente. C'est très difficile aujourd'hui, tout cela, mais c'est déjà, à l'époque, c'était développé déjà dans une situation très, très difficile. L'Union soviétique a envahi Prague en 1968. Les Américains ont bombardé Vietnam pendant des années, etc. Alors c'était la situation dans laquelle la politique de détente a été développée. Ce n'était pas une époque facile. Et le principe de la politique de la détente a créé les conditions pour la fin de la première guerre froide. Sans cela, il n'y aurait pas eu une réunification de l'Allemagne et tout le reste. Mais l'Occident a abandonné la politique de la détente dans les années 90 et plus tard. L'idée de la sécurité commune a été formulée par l'ancien secrétaire d'État américain Cyrus Vance, qui écrivait dans le rapport Olof Palme de 1982, je cite, « Aucune nation ne peut atteindre seule une sécurité véritable, car la sécurité à l'ère nucléaire est synonyme de sécurité commune. On ne peut pas avoir de la sécurité contre une force nucléaire, parce que le risque d'une guerre nucléaire augmente. L'idée de la sécurité commune veut dire aussi que les intérêts de sécurité de tous les acteurs doivent être pris en compte de manière égale. Ça veut dire non seulement les intérêts de sécurité de l'Ukraine, d'Israël, des États-Unis et de l'Allemagne, qui ont tous des intérêts de sécurité légitimes, mais aussi les intérêts de sécurité des Palestiniens, de la Russie, des Chinois, des peuples du reste du monde, doivent être considérés de la même façon. Et si on prend l'exemple de l'Ukraine, ça voudrait dire, si on accepte que les États-Unis aient un intérêt légitime à ce que les troupes et les missiles russes ne soient pas stationnés au Mexique, par exemple, alors cela doit également s'appliquer aux troupes américaines de l'OTAN en Ukraine. Hein. Le même principe doit s'appliquer à tout le monde. Avec l'Israël et la Palestine, c'est évident, tout le monde a parlé depuis 2 ans de la sécurité d'Israël. Oui, l'Israël a des intérêts de sécurité légitimes, mais les Palestiniens ont aussi des intérêts de sécurité très importantes. Mais jour et nuit, pour 2 ans maintenant, ils sont exposés à une terreur apocalyptique. Leur vie et leurs droits humains ne comptent pour rien et l'Occident se contente d'observer et de continuer à fournir des armes. Alors, ça, c'est une double morale flagrante. Tout le monde en parle, sauf les Européens. Et on commence à en parler maintenant. Et ça veut dire ce qu'on appelle en anglais « the rules-based international order ». C'est ce que nos gouvernements disent tout le temps. Il faut défendre les valeurs occidentales. Ça veut dire le rules-based international order n'est qu'un mot code pour désigner la domination de l'Occident et de ses alliés. On ne parle des droits internationaux et des droits de l'homme que lorsqu'il s'agit d'adversaires géopolitiques, tandis que les crimes de guerre et les génocides commis par les alliés sont couverts et encouragés même. Et ça veut dire, en tant que vision, il faut une vision d'un nouvel ordre international dans lequel tous les peuples et toutes les nations jouissent des mêmes droits et de la même protection, non seulement sur le papier, ça existe déjà sur le papier, mais de facto sont double standard, et ça veut dire la réalisation des objectifs de la Charte des Nations Unies. Mais cela signifie d'abandonner la domination occidentale
Et l'Europe, dans cette situation, est à la croisée des chemins. Il y a deux possibilités. A, si l'Europe accepte la fin inévitable de la domination occidentale, elle pourrait jouer un rôle constructif de médiatrice entre les grands blocs. C'est, si on regarde la géographie, c'est la seule option rationnelle. La Russie ne va pas disparaître. Et on est entre les blocs, et c'est la seule option rationnelle pour cela. Et à long terme, ça pourrait avoir des avantages énormes, le désarmement, les dividendes, comme on dit, les dividendes de la paix, un développement social économique et la possibilité d'une transition écologique. C'est une possibilité. La possibilité 2, c'est que l'Europe continue de s'enchaîner aux États-Unis et à l'illusion d'une domination occidentale permanente, et c'est le chemin vers l'autodestruction à tous les niveaux, économique, politique, social, et ça augmente évidemment le risque d'une grande conflagration, d'une grande guerre. Malheureusement, les responsables politiques en charge dans une grande partie de l'Europe se sont engagés dans la deuxième voie et conduisent ainsi l'Europe à l'autodestruction. Quand même, malgré cette situation sombre, je voudrais terminer quand même sur une note positive, parce qu'il y a deux facteurs, deux forces qui distinguent la situation actuelle de celle qui prévalait à la veille de la Première Guerre mondiale, par exemple. Et le premier facteur, c'est le pouvoir et la coopération croissante des pays du Sud qui ont un intérêt commun croissant pour un ordre multipolaire dans le cadre de la Charte des Nations Unies. Alors, ce ne sont pas tous des anges, c'est évident, dans les pays du Sud, mais ils ont des intérêts très, très concrets, économiques aussi, de créer un autre ordre. Ils deviennent plus puissants. Et l'autre facteur, évidemment, ce sont les mouvements pacifistes. Et il y a toujours eu des mouvements pacifistes dans l'histoire humaine, mais c'était pendant la guerre de Vietnam que c'est devenu un facteur géopolitique, parce que les mouvements contre la guerre de Vietnam ont joué un rôle clé de terminer cette guerre. Et la stratégie centrale, c'était la convergence des mouvements. Alors les mouvements de la paix ont collaboré avec les mouvements des Noirs aux États-Unis, avec les mouvements féministes, et le mouvement écologique d'ailleurs aux États-Unis, à ce moment, est sorti d'une grande partie du mouvement antimilitariste. Greenpeace a été fondé comme une organisation antimilitaire. Friends of the Earth, c'est la même chose. Alors, il y a cette liaison aussi dans le parti vert en Allemagne. Elle a joué un rôle clé au début des années 80 dans ces grandes manifestations avec 300 000 personnes qui ont manifesté contre le réarmement en Allemagne, et le jeune parti vert a joué un rôle clé. C'était un parti anticapitaliste, c'était un parti pacifiste écologique, et c'est à 180 degrés le contraire aujourd'hui. Les mouvements de paix, dans la convergence des mouvements à cette époque, sont devenus un facteur géopolitique. Ces deux facteurs peuvent encore freiner cette militarisation farouche. Nous ne sommes pas encore en guerre, nous avons encore le choix. Et je vous remercie pour votre attention et je me réjouis de la discussion. Merci. Merci.